Salut les amis, comment allez-vous en ce vendredi fou? Comme c'est le vendredi fou, je me suis dit je vais m'habiller en vendredi mou, donc un petit peu plus relax aujourd'hui pour pouvoir profiter de cette journée folle, il faut le dire, hein, journée de consommation incroyable. C'est un délire de courriels, une avalanche de spéciaux partout sur la planète, en tout cas en Amérique. On se demande parfois jusqu'où ça va nous mener, cette consommation effrénée-là. Alors, j'ai essayé de rester un peu loin de tout ça, me concentrer ce matin sur mon contenu. Et aujourd'hui, j'ai quelque chose de vraiment spécial à vous parler. Allô Manon, ça va bien? Ben oui, ça va super bien. Écoutez, je vais juste déplacer ma fenêtre de commentaires. Ça va super bien, Manon. J'ai eu un courriel de toi, d'ailleurs, ce matin, courriel automatisé. Merci beaucoup, Manon. On va se voir le 1er décembre. Je disais, en fin de semaine passée, je me suis fait poser une question par mes enfants. Puis, comme je vous ai communiqué par courriel, papa, si tu avais 20 ans, quel conseil tu te donnerais? Puis, ça m'a vraiment embêté, sincèrement. On est obligé d'y réfléchir quand on se fait poser des questions comme ça. Les enfants, vous savez, ont cette habilité-là à nous faire grandir comme parents et parfois nous déséquilibrer. Hein. On se fait poser des questions parfois qu'on n'a pas les réponses tout de suite. Puis c'est une question d'ailleurs que c'est rare qu'on peut y répondre instantanément. Ça nous oblige à... je dis toujours, moi, un peu se fermer les yeux, puis retourner dans le temps, puis regarder en accéléré un peu notre vie et voir, sans dire qu'on tombe dans le regret, loin de là, très heureux de la vie que je mène et que j'ai menée. Mais en même temps, si j'aurais eu un mentor à mes 20 ans, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'il m'aurait dit sur la vie? Qu'est-ce que j'aurais aimé recevoir comme conseil? Et c'est un peu dans cette optique-là que je me suis dit, mais pourquoi pas le partager aussi avec l'auditoire de 48 heures? Puisque quand on parle de conseils, lorsqu'on a 20 ans, et là, la vie est devant nous. Salut Dave, écoute mon chum, je te salue bien gros. J'ai pas toujours les noms des gens. Il y en a des fois que c'est un autre titre, alors je vous salue. Je vais essayer de me concentrer sur le texte et je vais revenir aux commentaires peut-être dans une quinzaine de minutes puisque je perds le fil des idées. Puis c'est pas bon pour vous. Vous allez me trouver perdu et j'aime pas ça. Et je disais que parfois être capable de voir sa vie en accéléré puis de voir quels conseils qu'on pourrait avoir. Parce que quand on parle de conseils à ses 20 ans, quand la vie devant nous est toute ouverte, on peut rêver autant qu'on veut quand on a 20 ans. On a une vision sur la vie qui est très, très, très idéalisée aussi. La vie est belle ou la vie est noire, parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup des jeunes qui voient la vie vraiment... je me rappelle, moi, à l'époque, quand on était jeune, tout l'aspect des médias sociaux n'était pas là. Et tous les rêves étaient permis. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes qui ont de la difficulté à se retrouver dans ça. Mais il y a quand même, la plus grande partie voit la vie de façon idéalisée. Et on se rend compte que lorsqu'on répond à cette question-là, on parle de créativité, on parle de productivité, on parle de prospérité, on parle de qualité dans nos relations. C'est ça une vie qui est riche, une vie qui est remplie, souvent à toutes ces composantes-là. Alors, ce que je veux vous partager aujourd'hui, c'est un peu 5 conseils. Puis comme je le disais, les vôtres sont aussi bons que les miens. Mes conseils sont basés sur ma vie à moi. Vous en avez d'autres. Puis c'est un bel exercice, je trouve, à faire, même en groupe ou en famille. Un super bel exercice parce que ça permet de jeter un regard vraiment de façon constructive sur la vie qu'on a menée. OK? Alors, je commence avec le premier conseil que j'aurais aimé avoir. Et ce premier conseil-là, c'est qu'il y a une différence monumentale entre être occupé et être productif. Et savez-vous quoi? Ça m'a pris des années à le comprendre. Ça m'a pris des années. Et j'ai travaillé tellement longtemps dans le piège de l'activité, dans le piège de l'occupation.
Et savez-vous, c'est quoi le grand piège dans ça? C'est l'ego. C'est que ça nourrit l'ego. Et ça crée un sentiment d'utilité, de travailler, aller vite, gérer sa boîte de courriel, essayer de la garder à zéro, répondre au téléphone, retourner les messages, aller au meeting, sortir du meeting, un fournisseur qui nous attend pour une rencontre. Et la journée, finalement, est un feu roulant d'activité. Et ça m'a pris des années pour réaliser que le succès n'était pas là. Et lorsque j'ai commencé à faire le déclic, de un, je souffrais énormément dans mon travail parce que plus j'accomplissais de choses, plus il y en avait à faire. Ça n'avait pas de fin. Ça n'avait pas de fond. Plus je gérais des courriels, et je me suis rendu compte aussi, plus je répondais à des courriels, mais plus j'en générais aussi. Et plus ça devenait un cercle vicieux. Plus j'allais à des rencontres, à des meetings, sans me demander c'était quoi vraiment la valeur réelle de ce meeting-là, bien, plus il y en avait d'autres qui étaient créés. Parce qu'on dirait qu'un meeting débouche sur un autre meeting qui est un sous-comité de quelque chose. Et on finit par se faire prendre dans ce piège-là, mes amis, de l'activité. Et croyez-moi, si je vous en parle, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai frappé le mur. J'ai frappé un mur psychologique. Là, je me suis rendu compte que là, ça n'avait plus aucun bon sens. J'arrivais à la maison complètement épuisé, physiquement, parce que ça demande énormément d'énergie d'être dans l'occupation tout le temps, où tu n'as pas de récupération. Au niveau psychologique, au niveau mindset, j'étais épuisé aussi. Donc, je n'avais plus beaucoup d'attention pour ma conjointe, pour les enfants. J'arrivais à la maison, tout ce que j'avais le goût de faire, c'est soit de m'évacher dans le salon, sur le sofa, dans ma chaise, puis m'isoler, lire ou encore être sur la télé. Je voulais avoir du temps pour essayer de recharger mes batteries. Donc, cette espèce de bruit-là, d'activité, et aujourd'hui, vous le savez, c'est encore plus dangereux qu'aujourd'hui, parce que les technologies, les médias sociaux et le web ont réussi à nous kidnapper, à kidnapper notre attention. Et toute cette technologie-là qui nous entoure, mes amis, on est toujours en réaction à cette technologie-là. Et ça nous tient dans une bulle d'occupation absolument incroyable. Et comme je le disais, le pire, c'est que ça nourrit notre ego. Écoutez, je me souviens, il y a une dizaine d'années, j'allais à des 5 à 7, à des fondations ou des endroits où les entreprises ont toujours été très, très, très impliquées dans la communauté de la ville de Québec. Donc, j'étais présent dans beaucoup d'activités. Et je me rappelle, on avait beaucoup de discussions. On parlait souvent, moi, je reçois 150 courriels. Moi, j'en reçois 250. Puis on dirait que celui qui recevait le plus de courriels, c'était lui qui était le plus important du groupe. Parce que s'il en recevait autant, c'est qu'il était important. Et je me disais, c'est incroyable que j'ai pensé comme ça. Mais ça a été nécessaire à ma croissance. Comme je le dis, jusqu'au jour où j'ai réalisé que dans toute cette activité-là, dans toute cette croissance-là, il y avait très, très peu de valeur ajoutée. Et je nourrissais mon ego et je me disais que je donnais l'exemple aux troupes quand ils voyaient que je n'arrêtais pas une minute. Alors, j'ai complètement changé ma façon de travailler. J'aurais aimé ça. Je ne le regrette pas parce que je l'ai appris à la dure puis on apprend toujours plus dans nos épreuves. Mais j'aurais aimé qu'on me l'apprenne à 20 ans, sincèrement, pour me dire, Patrice, c'est quoi tes 3 plus grandes priorités? Comment tu vas faire pour y arriver? Comment tu vas faire pour les attaquer? Et si j'aurais pensé plus stratégiquement, j'aurais progressé plus vite. Et vous savez, quand on pense de cette façon-là, de façon plus stratégique aussi, c'est qu'on se met à ralentir un peu. Et quand on est jeune, notre niveau d'énergie est élevé. Notre niveau... On est toujours prêt à aller à l'attaque, à tomber sur le champ de bataille. Bien, instinctivement, on est porté rapidement à se mettre dans l'action. C'est ça, être jeune. Je n'ai pas le même niveau d'énergie aujourd'hui, à 55 ans, que j'avais à 20 ans. Mais par contre, quand je regarde ce que je peux accomplir dans une journée aujourd'hui, d'après moi, c'est 10 fois ce que je faisais à mes 20 ans. Pourquoi? Parce que mes choix sont stratégiques. On appelle ça l'expérience. On appelle ça aussi la sagesse. La sagesse de faire la différence entre le bruit et
ce qui fait bouger l'aiguille des résultats. Alors, c'est mon premier conseil que je donnerais absolument dans le haut de la liste. Le deuxième va probablement vous faire sourire parce que je lui ai donné un nom vraiment particulier. Je l'ai appelé le protocole de Dracula. Et pourquoi Dracula? Parce que dans notre vie, il y a des gens qui passent. Il y a des gens qui passent dans notre vie pour des raisons. Il y a des gens qui passent dans notre vie pour une saison. Et il y a des gens qui passent dans notre vie pour la vie. Et il faut avoir la sagesse de reconnaître ceux qui sont toxiques et qui sont des vampires, comme Dracula, et ceux qui nous permettent d'augmenter notre niveau d'énergie. Et quand on est jeune, ça aussi, ça m'a pris des années à le réaliser, on dirait qu'on se fait à croire que ça fait partie de la vie. Donc, on se positionne comme une victime. Parce qu'une victime, ça n'a pas de contrôle. Une victime, comme le mot le dit, est victime de l'environnement. Si j'ai un mauvais boss, je n'ai pas le choix. C'est comme ça. Donc, il faut savoir faire le ménage dans ses relations. C'est tellement, tellement important. Et quand je dis faire le ménage, je veux vous partager mon écran. Ça va probablement vous faire sourire. Il y a des gens qui nous amènent vers le haut, puis il y a des gens qui nous amènent vers le bas, juste pour apporter un peu de sarcasme dans ça. Évidemment, c'est en anglais. Les grands leaders rabaissent, les grands leaders amènent les gens vers le haut, ils ne les rabaissent pas. OK? Évidemment, on a Darth Vader qui prend quelqu'un qui l'amène vers le haut. Vous aurez compris le concept que on amène les gens vers le haut pour les bonnes raisons, évidemment. Mais je veux vous amener ici, j'en ai déjà parlé souvent, parce que c'est tellement fondamental de faire le ménage dans ses relations régulièrement. Et quand je dis régulièrement, ce n'est pas toutes les semaines. Faire le ménage dans ses relations, c'est poser un regard un peu plus critique, peut-être 1 ou 2 fois par année, de regarder dans le cercle d'influence qu'on a, évidemment au centre. Le Y, c'est you, c'est vous. En anglais, le mot you. Il y a votre couple. La relation de couple que vous entretenez, comment vous l'évaluez de 1 à 10? C'est quoi le niveau de relation? Et si vous êtes à 2 ou à 3, est-ce que vous êtes dans une relation toxique ou c'est simplement des problèmes qui n'ont pas été adressés puis que vous laissez traîner? Vous êtes où par rapport à ça? C'est quoi le chiffre que vous mettez? Par rapport à votre famille, vous êtes où par rapport à la famille? Et quand je dis la famille, les amis, il y a comme 2 grandes composantes. Il y a votre famille rapprochée, conjoint, conjointe, les enfants, et la famille au sens large aussi. Des gens qui me disent « Ouais, mais Patrice, si c'est ma sœur ou c'est mon père ou ma mère que je suis plus capable, je fais quoi? » Tu as 2 options. Tu peux parler à ton père ou à ta mère, ou à ton frère ou à ton sœur, puis avoir le courage de le faire. Et si tu n'as pas ce courage-là de le faire, lâche prise. Tu ne peux pas rester entre les deux. Tu ne peux pas rester dans la zone grise. Quand on a des relations toxiques autour de nous, ça draine notre énergie vers le bas. Ça nous empêche d'accélérer. Et c'est tellement, tellement fondamental lorsqu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans nos relations, toute notre énergie psychologique est souvent drainée vers le bas. Vous avez évidemment les amis. On a tous eu à un moment donné un défi dans une relation d'amitié. Et souvent, ceux-là, on les laisse traîner longtemps. Puis on entretient encore l'amitié, mais on a quelque chose qui nous traîne sur le cœur. Comme on dit, on a de la rancœur et on ne l'adresse pas. Alors ça aussi, ça doit être réglé. C'est quoi votre niveau d'énergie? Ou le niveau de toxicité de la relation? Si tu es rendu à 2, à 1, ou encore, quand vous êtes en présence d'un bon ami, votre niveau d'énergie augmente. Ou bien il vous challenge psychologiquement, intellectuellement, au niveau spirituel, ou encore ça peut être quelqu'un qui a un niveau d'entraînement physiologique qui vous inspire.
Ça vous incite à vous garder en forme. Alors, dans vos amitiés, vous êtes où? Évidemment, j'arrive. Il y a les collègues de travail, et j'en parle souvent. Il y a énormément de gens, vous savez, qui se posent en victime vis-à-vis de leurs supérieurs. J'ai pas un bon boss. Mon boss, c'est ci. Mon boss, c'est ça. Il m'écoute pas. Et savez-vous quoi? Il y en a des boss incompétents. Il y en a beaucoup. Il y en a même trop. Mais vous faites quoi? La vraie question, c'est pas tant de savoir s'il est compétent ou pas, c'est de savoir, vous faites quoi? Quel est votre plan d'action? OK? Donc, il peut y avoir une relation toxique là, ou encore avec un collègue de travail qui doit être adressé. Évidemment, la communauté, ça m'est arrivé dans la vie de m'impliquer dans des commissions scolaires ou encore, peu importe c'est quoi, dans des fondations, et on s'implique pour les bonnes raisons. Et on se rend compte rapidement qu'il y a des gens autour de la table. On n'aime pas ce qu'ils disent. On n'aime pas les raisons pourquoi ils sont là. Et ils ne sont pas nécessairement là pour les bonnes raisons. Il y a un autre agenda. Vous avez le choix. Vous l'adressez ou vous allez donner votre énergie ailleurs. Mais restez pas dans cet environnement-là. Restez pas là. Vous reviendrez quand ces gens-là seront partis. Prenez le temps de faire le ménage dans vos relations. Petit conseil, vraiment, qui aujourd'hui, vous allez voir, qui prend encore plus de sens. Quand on fait le ménage dans nos relations, soit une fois par année ou 2 fois par année, aujourd'hui, sincèrement, je trouve ça fondamental de garder une personne autour de nous qui partage des opinions complètement différentes de la nôtre. Pourquoi? Parce que ça nous permet de grandir. Ça nous permet de grandir et aussi, la raison pourquoi je vous dis ça, c'est qu'on consomme tellement d'Internet, on passe tellement de temps sur l'Internet que l'algorithme de l'Internet, de Facebook, de Google, de Twitter, de Instagram, ils vont nous servir quoi comme information? Ils vont nous servir ce qu'on aime, ce qu'on consomme comme information. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Savez-vous qu'est-ce que ça fait? Ça distorsionne notre réalité. Tout ce qu'on pense, nos opinions politiques, économiques, peu importe sur quel sujet, ce qu'on va recevoir, ce qu'on va nous suggérer, c'est ce qu'on pense. Et on perd notre sens critique qui est tellement fondamental à garder une perspective stratégique sur notre environnement. Fait que gardez-vous au moins une personne que vous dites, lui, là, cette personne-là, là, il me semble que ça n'a pas de bon sens comment est-ce qu'elle pense. Gardez-la proche de vous, cette personne-là. Écoutez-la. Parce que ça va challenger votre façon de penser. Ça va amener votre réflexion à un autre niveau. Et on le voit dans les 4 dernières années, il y a vraiment eu une polarisation. Une polarisation de la gauche, une polarisation de la droite. Le centre a été délaissé beaucoup. Et on voit beaucoup de gens qui sont dans les extrêmes. Et particulièrement dans les médias sociaux, dans les nouvelles. Et si je suis, exemple, plus à gauche ou plus à droite, puis que je vais lire des gens qui pensent comme ça, bien Google puis Facebook va me servir quoi? Les gens qui pensent exactement comme moi, et je vais penser que la planète est comme ça. Et pourtant, la planète est en santé quand il y a une diversité dans les opinions. Donc, gardez-vous cette personne-là proche de vous qui ne pense pas comme vous. 3e conseil, le progrès est beaucoup plus important que l'objectif. Et je ne sais pas pendant combien d'années j'ai évalué ma performance personnelle sur l'atteinte de mes objectifs. Et j'ai réalisé aussi assez rapidement, savez-vous quoi? On est très, très, très mauvais pour mesurer le temps que ça va prendre pour se fixer un objectif. On est très, très, très mauvais pour réaliser ce que ça prend pour atteindre un objectif. Donc, la quantité d'efforts et le temps nécessaire. Et même encore aujourd'hui, quand j'évalue c'est quoi mes 3 priorités de la semaine, quand j'évalue c'est quoi mes 3 priorités de l'année, puis mes 3 priorités d'aujourd'hui de la journée, ça m'arrive encore souvent.
d'en réussir 2, parfois d'en réussir juste 1 sur 3. Et c'est quoi le message derrière ça? C'est que si je ne suis pas si bon que ça, là, pour établir la quantité de travail nécessaire, parce qu'on voit toujours ça beaucoup plus facile que c'est, ou encore beaucoup trop gros et on paralyse, mais qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire aussi que je ne suis pas si bon que ça pour me mettre un objectif précis. Et si je ne suis pas si bon que ça pour me mettre un objectif précis et que je ne l'atteins pas, et qu'en n'atteignant pas mon objectif, je commence à me déprécier, savez-vous quoi? C'est la meilleure recette pour se décourager. C'est la meilleure recette pour ralentir. Donc, s'il vous plaît, définissez votre identité par votre progrès. On ne laisse jamais ses objectifs définir son identité. Je regardais la fin de semaine passée, ou l'autre fin de semaine d'avant, j'étais un fan de F1 depuis 30 ans, puis je regardais Charles Leclerc, qui est un jeune pilote, qui était, je pense qu'il s'apprêtait à finir 2e. Il a fait une fausse manœuvre dans le dernier tour. Il était à peu près à 2 ou 3 virages, 2-3 courbes d'arrivée. À la fin, il a fait une fausse manœuvre. Il y avait de la pluie. Puis Vettel l'a déplacé, puis je pense que c'est Pérez. Peu importe, c'est pas important. Et Leclerc, qui devait faire le podium, a terminé la course 4e. Et ce qu'il a dit sur lui à son équipe, parce que j'écoutais les commentaires qu'il disait, il se traitait de con, il se traitait d'imbécile, c'est une erreur épouvantable, je m'excuse. Lorsqu'on se concentre trop sur l'objectif et qu'on ne l'atteint pas, c'est ça qui nous arrive. Et les grands athlètes, je pense que ça va être le défi de Charles Leclerc, c'est d'apprendre à avoir de la bienveillance dans ses erreurs. D'apprendre à avoir de la bienveillance lorsqu'on n'atteint pas l'objectif. Mais est-ce que j'ai fait du progrès? Oui, parfait, bingo, on continue. Parce que le progrès engendre du momentum, engendre de l'action. La non-atteinte d'un objectif va générer de la crainte, va générer du repli, va générer de la peur. OK? Donc, j'aurais aimé ça, savoir que le progrès est beaucoup plus important que l'objectif. J'ai partagé, ceux qui sont habitués à mes lives vont voir le graphique que j'ai là. Et sincèrement, comme je le disais en début, j'ai travaillé pendant des années en continu, où j'arrivais tôt, je me donnais, et c'était sans arrêt. Tout au long de la journée, je n'avais pas réalisé qu'il y a un moment dans la journée où si je continuais à pousser, j'allais complètement vider mes batteries. Puis j'aidais pas l'entreprise, j'aidais pas mes collègues, mais je persistais, comme je le mentionnais au début, à demeurer dans l'occupation. Et ce que vous avez devant vous, c'est la courbe d'énergie. C'est la courbe d'énergie du corps humain, de l'énergie physiologique qu'on a, de l'énergie psychologique, parce que les deux, vous le savez, sont très, très, très interreliés. Et entre 6h et midi, on a ici ce que moi j'ai appelé la zone verte. C'est la zone où on va protéger notre temps. C'est la zone où on va faire nos activités stratégiques. Je ne sais pas combien d'années je suis rentré au travail. La première chose que je faisais, j'avais mon café à la main. J'étais dans ma boîte de courriel. Puis encore là, aujourd'hui, quand je regarde ça, j'ai dit ça a fait partie de mon processus. Ça a fait partie de mon apprentissage. Puis j'en ai payé le prix des fois, parce que j'étais obligé de payer ce prix-là l'après-midi. On a la zone rouge qui est juste après, qui est la baisse d'énergie qu'on a pratiquement tous après le repas du midi. Et cette courbe-là, elle est amplifiée parce que je vais manger, comment je vais m'alimenter, est-ce que je me suis hydraté comme il faut le matin? Si je suis déshydraté, puis j'ai mangé beaucoup de glucides, beaucoup de carbs, puis j'ai pris un petit verre de vin sur l'heure du midi. Merci, bonsoir, c'est terminé. J'ai un 3 heures que j'ai plus rien à faire avec mon intellect, avec mes capacités physiologiques, psychologiques. Je ne suis plus là. C'est la zone rouge. Donc, on doit faire attention. Alors, on fait quoi dans la zone rouge? Si les tâches que je dois accomplir ne demandent pas beaucoup de capacité cognitive,
je vais les faire là. Ma boîte de courriel, je vais la planifier entre 1 heure et 2 heures. Parce que les capacités cognitives qui sont nécessaires pour gérer une boîte de courriel ne sont pas très élevées. Donc, je vais conserver cette tâche-là, qui a moins de valeur ajoutée, dans cette plage horaire-là. S'il y a des meetings que je suis obligé d'assister, puis que je peux peut-être déplacer, mettez-les dans cette zone-là, particulièrement si les meetings ont peu de valeur ajoutée. S'il n'y a pas de valeur ajoutée, vous le déplacez là. Vous n'avez peut-être pas eu assez de courage pour vous poser l'autre question. C'est que même si je le mets là, ça sert à quoi garder le meeting s'il n'y a vraiment pas beaucoup de valeur ajoutée? Mais bon, la vie n'est pas parfaite. Il y a des meetings qu'il faut avoir, puis parfois ils viennent de très haut, puis ils n'ont pas beaucoup de valeur ajoutée. Essayez de les concentrer là, dans cette plage-là. Et vous avez la zone, évidemment, jaune. J'y arrive. Qui est une zone où on a un regain d'énergie. Je vous reviens ici. On a un regain d'énergie en après-midi. Et là, tout dépendant, parce que c'est vraiment individuel, c'est selon chaque individu. Mais si votre regain d'énergie est assez prononcé, vous allez peut-être pouvoir recéduler dans ces plages-là des activités plus stratégiques. OK? Alors, la zone jaune, c'est entre le vert et le rouge. Donc, selon votre niveau de regain d'énergie, vous pourrez soit céduler des activités stratégiques ou encore des tâches plus légères. Mais conservez vos matinées. Et j'avais jamais pris conscience de ça avant, que dans une journée, l'énergie qu'on a et les heures qu'on a n'ont pas tous la même valeur. De 3 heures à 4 heures ou de 1 heure à 2 heures, ça n'a pas la même valeur que de 10 heures à 11 heures. L'échelle de valeur de mon 10 heures à 11 heures, j'accomplis 3-4 fois. Non seulement j'accomplis plus, mais j'accomplis des vraies tâches ultra stratégiques pour mon succès, pour le succès de l'entreprise, de mes collaborateurs, de mon département. Donc, travaillez selon ces courbes d'énergie-là. Cinquième conseil, et je dois vous avouer que c'est un conseil, puis c'est aussi un peu une philosophie de vie, hein? Et c'est très simple. Tout ce qui nous arrive nous fait grandir. Et je vous le répète, tout ce qui nous arrive nous fait grandir. Parce qu'on a tous vécu des épreuves et on va tous continuer à en vivre. Hein? La vie est parsemée d'obstacles et d'épreuves. C'est comment est-ce qu'on réagit en ça. Et j'ai vécu dans ma vie des problèmes financiers. J'ai vécu dans ma vie une peine d'amour qui m'a profondément marqué. On va vivre du stress dans nos familles, dans notre couple, au travail. Et lorsqu'on a une perspective différente sur ce qui se passe dans notre vie, qu'on le voit comme quelque chose qui va nous permettre de grandir, croyez-moi, on laisse moins de place à notre ego. On laisse moins de place à la résistance, à vouloir se battre, à vouloir gagner à tout prix. Alors qu'on doit se poser davantage la question, qu'est-ce que j'ai à apprendre? C'est quoi la leçon? Savez-vous, c'est qui la catégorie de gens que je trouve qui ont cette habileté-là la plus développée? C'est les gardiens de but. Ça va peut-être vous faire sourire, les gardiens de but dans le sport. Pourquoi? Parce que le gardien de but, je pense au hockey, entre autres, quand il embarque sur la glace, les chances qu'il finisse le match en blanchissage, très, très faibles. Donc, lui, en embarquant sur la glace, il sait tout de suite qu'il va vivre des échecs. Et ce qu'il doit faire le plus vite possible, c'est quand il y a un but scoré, de l'oublier. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Maintenant, on regarde en avant. Et les gardiens de but ont une habilité. C'est pas pour rien qu'on dit que les gardiens de but vivent dans une bulle. Hein? Ils ont été obligés de se faire une bulle aussitôt qu'ils commettent une erreur et que c'est coûteux, donc un but. Tout de suite, il doit être capable de dire, bon, c'est-tu le mouvement? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Comment je dois corriger le tir sans faire de jeu de mots rapidement? Et je me remets dans l'action en ayant tiré la bonne leçon. Et si on a cette mentalité-là du gardien de but plus vite, savez-vous quoi? On va souffrir beaucoup moins de nos problèmes financiers.
On va souffrir beaucoup moins des problèmes de relations qu'on vit. On va souffrir beaucoup moins de l'échec qu'on a peut-être à l'école. Hein, on va être beaucoup moins dans la souffrance, beaucoup plus dans l'acceptation, dans la leçon. Qu'est-ce qu'on doit tirer comme leçon? Alors voilà, c'est les 5 conseils que je voulais vous partager. Comme je le disais, ça serait intéressant de savoir aussi quels sont les vôtres. Salut Mario, je te salue, 100% d'accord, ça fonctionne. Justement, je parlais avec Mario cette semaine. Mario, c'est une connaissance professionnelle. On se connaît depuis tellement d'années, tellement de personnes chaleureuses, puis aussi très, très axées sur la performance, surtout remplies de sagesse. Maude, bonjour Maude. Existe-t-il un outil pour observer, noter notre énergie afin de définir notre courbe d'énergie personnelle? Écoutez Maude, le seul conseil que je pourrais vous donner, c'est peut-être de garder ça le plus simple possible. Si vous avez peut-être un petit bloc-notes, puis vous mettre une minuterie peut-être sur votre téléphone à toutes les heures ou quelque chose qui va vous refaire prendre conscience avec le chiffre que vous devez noter. Moi, je dis toujours, lorsqu'on cherche des grandes solutions trop évoluées ou trop technologiques, souvent, c'est que ça nous paralyse, ça nous empêche d'être dans l'action. Alors, quand vous voulez avancer, regardez c'est quoi ce que j'appelle, moi, la MPE, la meilleure prochaine étape, celle qui va pouvoir me mettre dans l'action le plus rapidement possible et qui est la plus simple possible. Okay? Gardez ça simple. Je vous conseille de faire l'exercice, c'est vraiment bon. Comme ceux qui, pendant une semaine, je le fais une fois par année, pendant une semaine, je vais traquer aux 30 minutes tout ce que je fais. Et je peux vous dire que c'est toute une prise de conscience parce qu'on a une visualisation vraiment distorsionnée de ce qu'on pense qu'on accomplit par jour. C'est vraiment incroyable. On passe beaucoup plus de temps dans des tâches où on pense qu'on travaille presque pas. Et ces tâches-là ne sont pas payantes. Vous avez la chance de faire l'exercice, c'est très bon. La sagesse s'en vient. Maude, Nathalie. Oui, Nathalie, écoutez, c'est le fun. J'ai engagé une conversation cette semaine avec Nathalie, puis j'ai adoré ce qu'elle m'a dit, que la théorie des petits pas, plutôt que regarder comment est-ce qu'on planifie sa semaine dans la haute performance, puis que là, soudainement, on a le modèle parfait. Puis que là, on part de là, on est motivé, comme on dit, on est crinqué, puis on veut tout appliquer. C'est la meilleure recette, les amis, pour pas que ça dure longtemps. Parce qu'un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. Donc, prenez une petite bouchée dans la grande recette, essayez-la une semaine, puis rajoutez une autre bouchée la semaine d'après. Le progrès va être très payant à long terme. Salut Étienne, je te salue également. Je regarde les... Écoutez la gang, si vous aimez le matériel que je produis, comme vous le savez, je suis live à toutes les semaines. Et d'ailleurs, je vais mettre un sondage dans le groupe pour savoir c'est quoi la meilleure journée. S'il y en a qui veulent déjà me mettre la journée dans le... J'hésitais entre le jeudi et le vendredi sur l'heure du midi. Pourquoi que je me questionne sur le vendredi, c'est que j'ai quand même une bonne communauté au niveau de l'Europe. Puis en Europe, vous le savez, il est vendredi 6 heures. Et je me dis, le vendredi à 6 heures, je ne suis pas sûr que c'est le moment où notre mindset est en mode apprentissage. On est plus en mode, je m'en vais vers le week-end, relaxation. Donc, j'aimerais ça pouvoir servir cette communauté-là, nos gens de la France, nos cousins, nos cousines qui sont là. Alors, le jeudi, peut-être à midi, je vais mettre un sondage dans le groupe. Vous aurez la chance d'y répondre. Je vois Christine qui dit le vendredi. C'est sûr que le vendredi aussi, il y a l'avantage que souvent les horaires sont parfois un peu plus allégés. Et anyway, je vais mettre le sondage, vous me répondrez. Je vais juste vous amener ici. Et voilà, dans mon groupe ici. On va y arriver, excusez-moi. Vous savez que j'ai l'Académie de la productivité, où on est ensemble, un groupe de leaders qui sont ultra motivés, qui veulent prendre leur présent et leur avenir en main. On se rencontre 2 fois par mois, les amis. Le premier jour du mois, à tous les premiers jours du mois.
Ça veut dire le 1er janvier, on est ensemble aussi. À 9 h le matin, Québec, 3 h de l'après-midi en Europe. Et on fait quoi? On évalue le mois d'avant ou l'année d'avant. On prépare notre mois courant et je donne toujours une pièce d'enseignement qui permet aux gens de décupler leur performance. Et comme vous le voyez, il y a des nouveaux forfaits qui sont installés sur un abonnement annuel que vous pouvez prendre échelonné sur 12 mois. 12 mois, 69 $. Ou encore, pour plus d'économie, vous pouvez y aller en un paiement ou 4 versements. Quand vous prenez un abonnement annuel, vous avez 2 gratuités. Vous avez le planificateur de la méthode 48 heures que je vous donne gratuitement. Et d'ailleurs, la nouvelle version arrive. Je veux juste vous revenir à vous. La nouvelle version arrive dans à peu près 3 semaines. Donc, vous allez avoir la nouvelle version. Et vous allez également avoir sur un abonnement annuel ma formation sur la meilleure année de votre vie. C'est de même que je l'ai intitulé, qui va sortir début janvier. Donc, je vous l'inclus. C'est une formation qui vaut 397 $ plus le planificateur. Donc, sur un engagement annuel, vous avez ces 2 gratuités-là. Ceux qui sont déjà membres, évidemment, de la méthode 48 heures, de l'Académie de la productivité, et qui ont pris un engagement annuel, ne vous inquiétez pas, vous avez les 2 gratuitement aussi. On va vous faire parvenir le tout. Alors, je vous invite à me donner le privilège d'être votre coach, de pouvoir vous servir, de pouvoir amener votre niveau de performance à un autre niveau. N'oubliez jamais, jamais, jamais que les grands athlètes sur la Terre ont tous des coachs. Et comme je le dis souvent, si je veux prendre ma santé en main, puis que je m'inscris à un gym, j'ai déjà une grande étape de fait. Mais si je m'inscris au gym et qu'en plus je me prends un coach, puis que j'ai un rendez-vous jeudi matin à 7 h, savez-vous quoi? Je viens d'amener ma performance à un niveau complètement différent. L'Académie de la productivité, c'est exactement ça. C'est que le premier jour du mois, à 9 h, on est ensemble. Puis on travaille ensemble. C'est pas juste Patrice vous parle, c'est on travaille, parce que c'est vraiment un atelier de travail où on se permet ce 2 heures-là où on prépare notre mois pour le gagner. Si jamais il y a quelque chose dans votre horaire qui vous empêche d'être présent, vous pouvez tout écouter en différé. Tous les anciens ateliers, vous allez avoir accès aux anciens ateliers en devenant membre. Alors voilà, mes amis, je vous souhaite un super beau week-end. Attention à votre carte de crédit en ce vendredi fou. C'est le cas de le dire, c'est un vendredi fou. Et puis, passez un superbe week-end. On se revoit vendredi prochain. Gratitude, Manon. Dave, merci beaucoup. Maude, excellent, Maude. Tiens-moi au courant, Maude, comment tu vas traquer ton énergie. Je suis curieux de voir si tu vois la courbe aussi comme ça. Un excellent livre à lire, d'ailleurs, là-dessus. C'est un livre qui s'intitule When, W-H-E-N. Je ne sais pas s'il est disponible en français, qui est par un médecin. Qui a écrit un livre sur le rythme circadien. Donc, il a classifié les gens en 4 types de personnes selon leur courbe d'énergie. Alors, c'est un excellent livre à lire. Bon week-end à tous. Je vous salue. Ciao. Je vous aime. Je vous embrasse. Bye-bye.